L'Angleterre anglo-saxonne désigne la période de l'histoire anglaise, comprise entre le V et le IIe siècle, marquée par l'installation des peuples germaniques sur l'île de Bretagne après le déclin de l'Empire romain d'Occident. Cette époque est essentielle pour comprendre la formation culturelle, politique et sociale de l'Angleterre médiévale, car elle voit naître des royaumes, des institutions et des traditions qui influenceront durablement l'histoire britannique. Shore. 1. L'arrivée des anglo-saxons et la fin de l'influence romaine. Au début du IXe siècle, l'autorité romaine en Grande-Bretagne s'effondre progressivement, laissant un vide politique et militaire. Les légions romaines, concentrées sur la défense des frontières, se retirent, et les populations locales, majoritairement celtiques, sont livrées à elles-mêmes face aux invasions. C'est dans ce contexte que plusieurs groupes germaniques, angles, saxons, jutes et frisons, commencent à migrer vers l'île. Selon la tradition, des chefs comme Hengist et Horsa auraient été invités initialement comme mercenaires pour aider à repousser les Pictes et les Scots, mais ils finirent par s'installer de manière permanente. Ces migrants germaniques apportent avec eux leur langue, leur culture et leurs pratiques sociales. La romanisation héritée de l'Empire reste perceptible dans certaines villes, mais la société se recompose autour de structures tribales et de chefferies. Les petites communautés germaniques deviennent progressivement des royaumes qui sont à l'origine de la célèbre heptarchie, regroupant les royaumes de Northumbrie, Mercie, Est-Anglie, Essex, Kent, Sussex et Wessex. 2. La société anglo-saxonne, hiérarchie et vie quotidienne. La société anglo-saxonne est structurée autour d'un système hiérarchique clair. Au sommet se trouvent les rois, souvent issus de dynasties locales, dont le pouvoir repose sur la guerre, la loyauté des nobles et le contrôle des terres. Les ealdormen ou jarls dirigent des régions sous l'autorité du roi et participent aux conseils et aux expéditions militaires. La noblesse est propriétaire des terres et bénéficie de droits particuliers, tandis que les ceorls, ou paysans libres, cultivent les champs et contribuent à l'économie agraire. Une catégorie intermédiaire, les thralls, représente les esclaves ou les serfs, généralement capturés lors des raids ou endettés. La vie quotidienne des paysans repose sur l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. Les maisons sont souvent construites en bois et chaume, tandis que les villages sont organisés autour de champs communs et de pâturages. Les échanges commerciaux se font localement et à partir du XVIe siècle, de plus en plus avec le continent, notamment avec les royaumes francs. Les marchés et foires commencent à émerger, facilitant la circulation des biens et des idées. 3. Politique et royaumes, des divisions à l'unification. Les royaumes anglo-saxons connaissent une histoire mouvementée, marquée par rivalités internes et guerres dynastiques. Parmi eux, la Mercie émerge au 7e siècle comme une puissance majeure, sous des rois comme Penda et Offa. Offa, en particulier, est célèbre pour son dyke, un large fossé défensif, et pour ses réformes administratives qui renforcent le contrôle royal. La Northumbrie, au nord, connaît également un âge d'or au 7e siècle, avec des centres monastiques comme Lindisfarne et Jarrow qui deviennent des foyers intellectuels et religieux. L'Est-Anglie et le Kent se distinguent par des échanges étroits avec le continent et l'adoption précoce du christianisme. Malgré cette fragmentation, des tentatives d'unification apparaissent. Le Wessex, sous la dynastie de Cerdic, réussit progressivement à dominer d'autres royaumes, notamment grâce à des stratégies militaires efficaces et à des alliances matrimoniales. Cette consolidation culminera avec le règne d'Alfred le Grand à la fin du XIe siècle, qui résiste aux invasions vikings et pose les bases d'un royaume anglais unifié. 4. Le christianisme et le rôle des monastères. Le christianisme joue un rôle central dans la transformation culturelle et intellectuelle de l'Angleterre anglo-saxonne. Introduit initialement par des missionnaires romains comme Augustin de Cantorbéry en 587, il se diffuse progressivement, intégrant des pratiques locales et favorisant la construction d'églises et de monastères. Ces institutions deviennent des centres d'apprentissage, de copie de manuscrits et de diffusion des connaissances classiques et religieuses. Les monastères anglo-saxons ont également une fonction économique et sociale. Ils possèdent des terres, organisent la production agricole et soutiennent les populations locales en cas de crise. Des figures comme Bède le Vénérable, moine à Jarrow,
contribue à l'histoire, à la chronologie et à la théologie, posant les bases de l'historiographie anglaise. 5. Culture, langue et littérature. La langue anglo-saxonne ou vieil anglais se développe à partir des dialectes germaniques des migrants. Elle donne naissance à une littérature riche, notamment épique et religieuse. L'un des textes les plus célèbres est Beowulf, qui, tout en célébrant la bravoure et l'honneur guerrier, reflète les valeurs et les croyances de la société anglo-saxonne. D'autres œuvres comprennent des poèmes religieux, des chroniques historiques et des textes juridiques. L'art anglo-saxon se manifeste dans la sculpture, l'orfèvrerie et l'enluminure. Les objets religieux, tels que des croix et des calices, témoignent de la fusion des traditions germaniques et chrétiennes. L'architecture, notamment celle des églises en pierre, combine influences romaines et innovations locales. 6. Les menaces extérieures, les invasions vikings. À partir de la fin du 8e siècle, l'Angleterre anglo-saxonne subit de nouvelles pressions avec les raids vikings venus de Scandinavie. Ces incursions, initialement ponctuelles, se transforment en invasions massives et en installations permanentes, particulièrement dans le nord et l'est, zones qui deviendront le Danelaw. Les royaumes anglo-saxons doivent adapter leur stratégie militaire et administrative pour résister. Construction de fortifications, levée d'armées et alliances dynastiques. Alfred le Grand joue un rôle crucial dans la défense du Wessex, organisant des réseaux de forteresses, burhs et des armées locales. Son successeur et ses descendants poursuivront l'unification du royaume et la reconquête des territoires sous domination viking, aboutissant à la création d'un royaume anglais consolidé à la fin du XIIe siècle. 7. Économie et commerce. L'économie anglo-saxonne repose principalement sur l'agriculture, mais le commerce joue un rôle croissant, surtout dans les villes riveraines et les ports comme Londres et Ipswich. Les échanges concernent des biens agricoles, du sel, du textile et des objets artisanaux. Les contacts avec le continent favorisent l'introduction de nouvelles techniques et produits. La monnaie anglo-saxonne, notamment les pièces d'or et d'argent, sert à faciliter les transactions et témoigne de la complexité croissante de l'économie. L'organisation des taxes et des tribus, comme le Geld, permet de financer la défense et les projets royaux. Héritage et transition. L'Angleterre anglo-saxonne prend fin au Xe siècle avec la conquête normande de 1066. Cette transition marque la fusion de traditions anglo-saxonnes et normandes et transforme profondément la société, la langue et l'administration. Cependant, l'héritage anglo-saxon reste perceptible. Le droit coutumier, certaines structures locales et les récits littéraires continueront d'influencer l'Angleterre médiévale. En somme, l'Angleterre anglo-saxonne constitue une période fondatrice, caractérisée par la création de royaumes, l'implantation du christianisme, le développement de la culture et de la langue anglaise, ainsi que par des défis militaires et politiques constants. L'étude de cette époque éclaire non seulement la genèse de l'État anglais, mais aussi les transformations sociales, culturelles et économiques qui préfigurent le Moyen Âge anglais.